là, Lubojevic. Mais on voit la classe de Karpov par rapport à Lubojevic. Lubojevic est un très bon joueur. Botvinnik avait parlé de Lubojevic en disant il n'étudie pas ses parties, donc je ne sais pas s'il va devenir champion du monde. Donc il avait déjà décelé cette faiblesse-là potentiellement dans un grand maître quand même de calibre mondial. Puis, parce que Botvinnik était notamment le coach de Kasparov dans son école russe, si on veut. Donc c'est un peu le patriarche des échecs russes, le Botvinnik. Il a coaché Kasparov. Mais bon, brève anecdote sur Kasparov, qui commente Botvinnik, le coach de Kasparov, qui commente le jeu de l'adversaire de Karpov dans cette partie-là. Ça a commencé comme ça. Donc les 4 cavaliers F6, défense indienne pour commencer, C4, E6. Donc une ouverture du pion D. Cavalier C3. Une possibilité pour les Noirs, c'est de jouer fou B4 avec une défense nimzo-indienne très solide. Les Noirs jouent D5, classique, contre le centre un petit peu. Donc, établissent un point fort. Les Blancs échangent, qui établissent la structure dont je parlais tantôt, la structure Carlsbad. Donc, on capture ainsi, fou G5. Donc, avant de jouer E3, les Blancs développent le fou hors de la chaîne de pions. C6. Donc, les Noirs solidifient leur centre. Les Blancs préparent le développement de ce fou-là ici. Donc, on va remarquer que Karpov trouve des positions naturelles puis actives pour toutes ses pièces. Donc, fou D3. Flexible. Il ne déclare pas tout de suite le positionnement du cavalier. Donc, fou E7 par les Noirs. Dame C2. Donc, potentiellement... Pourquoi Dame C2 plutôt que Dame E2? Bonne question. La dame ici, peut-être une action potentielle sur la colonne C. Donc, si Karpov envisage de jouer B5, B4, B5, la dame peut être bien placée. Ou si la dame forme une batterie qui pointe sur H7. Donc, on ne sait jamais s'il ne va pas avoir une capture possible là, sur cette classe-là. Peut-être, ça exerce un peu de pression sur le roc, oui. Donc, roc. Cavalier F3 par Karpov. Donc, ce plan-là, d'habitude, quand le cavalier est développé en F3, Kasparov était célèbre aussi pour développer son cavalier en E2 dans ce type de position-là. Puis, Kasparov jouait plus pour une attaque dynamique avec F3 puis E4. Dans la structure Carlsbad, c'est un plan typique également. Mais en développant le cavalier en F3, Karpov indique qu'il va plus jouer un style où il va faire l'attaque de minorité. Donc, généralement, c'est plus le plan typique dans ces structures-là. Donc, tour E8 par les Noirs. Donc, la tour est placée sur une colonne semi-ouverte, tout comme Karpov a placé sa dame sur une colonne semi-ouverte. Donc, c'est important d'essayer d'attaquer sur les colonnes ouvertes. C'est souvent des couloirs où on peut placer les tours où ils peuvent attaquer la position adverse. Donc, roc par les Blancs. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main, puis... Y a-t-il une façon de savoir si ta partie peut prendre de l'expansion? Ouais, ben tu sais, c'est sûr que d'être capable d'évaluer si tu as une avance de développement ou pas, ça peut t'indiquer quelle stratégie tu dois employer. Si tu as une avance de développement, ben souvent tu veux jouer agressif, puis dynamique, puis attaquer. Autrement dit, quelconque avantage que tu as l'obligation d'attaquer quand tu as l'avantage. Parce que si tu n'attaques pas, ta position va être passive. Si tu es passif, tu te fais attaquer. C'est là que tu vas attaquer. C'est ça. C'est ça. Stanley disait quand tu as un avantage, tu as l'obligation d'attaquer. Donc, être capable d'attaquer, c'est très utile. Favorablement. Ouais, c'est sûr. Si tu as un désavantage, ben là, tu n'as pas le choix de défendre aussi. Ça fait partie du jeu. Puis aussi, quand tu regardes c'est quoi le plan de l'adversaire, si tu n'as pas nécessairement d'option active de ton côté, bloquer le plan de l'adversaire, ce qu'on appelle la prophylaxie, peut être une excellente stratégie. Donc, empêcher le plan de l'adversaire, c'est excellent aussi. C'est parce que ça peut te permettre
quand tu as une position assez fermée, ça peut une pète te permettre de prolonger la partie, Ouais. puis d'attendre de voir une faiblesse. Ouais, mais c'est ça, si tu as un retard au développement, par exemple, tu gardes la position fermée, ben, tu peux peut-être compléter ton développement puis subséquemment reprendre l'avantage. Puis aussi, position fermée, souvent ce qui va décider de la partie, c'est le lever de pion. Parce que c'est ça qui va permettre d'ouvrir des lignes puis potentiellement d'attaquer ou créer des faiblesses. Puis, donc savoir quel lever de pion jouer dans quelle structure, ça peut être utile en connaissant des plans typiques dans certaines ouvertures. Donc on va le voir dans cette partie-là, Karpov va utiliser les 4 de 5 pour créer une faiblesse puis attaquer un grand maître quand même très solide là, de l'époque, Lyuboyevitch. Donc cavalier F8. Donc cavalier F8, le fou ici était complètement bloqué, donc il tente de peut-être sortir potentiellement le fou naturellement. Donc Karpov va jouer tour B1. Donc intéressant, il envisage déjà de pousser B4, B5 et de créer une faiblesse ici. Puis on va voir que toute sa partie est basée sur la structure de pion, tout simplement. Puis, donc cavalier A4 par les noirs. Les noirs tentent d'échanger des pièces. Pas de mauvaise stratégie pour ralentir un petit peu l'attaque des blancs. En même temps, le cavalier centralisé. Bon, c'est une petite tactique. T'sais, évidemment, si on prend le pion ici, ben, éventuellement le fou va flotter. Donc je peux prendre fourchette. Quand on prend, mais là, le fou ici est tout simplement capturé. Donc Karpov échange le fou. Donc il n'est pas mécontent, je crois, en général d'échanger les fous case noire. Parce qu'il y a des pions sur case noire au centre. Donc le pion D4, le pion E3 sont sur case noire. Donc c'est en quelque sorte son mauvais fou de structure. Celui-là, c'est son bon fou de structure. Donc idéalement, il veut garder ce fou-là qui pointe, qui contrôle notamment une case centrale, qui a de l'action également à l'aile dame. Puis celui-là, il veut préférablement empêcher qu'il soit échangé contre celui-là. Donc il veut garder ce fou-là, ça c'est son bon fou de structure. Puis il échange en quelque sorte le bon fou de structure des noirs, les noirs des pions sur les cases blanches. Donc en échangeant les fous de cases noires, il échange une des pièces mineures les plus actives du côté des noirs. Parce qu'il n'est pas bloqué par des pions, donc c'est un fou qui avait beaucoup de mobilité. Donc la dame capture. Karpov joue rapidement avec B4. Donc, si mettons on parlait d'une avance de développement ici, les blancs ont déjà connecté les tours. Donc, développer toutes les pièces mineures, puis connecter les tours, c'est toujours bon dans l'ouverture. Comme ça, nos tours se protègent. Ils protègent la première rangée qui peut être parfois vulnérable à des échecs. Puis, les noirs n'ont toujours pas développé leur fou en C8. Ils pourraient aller là, mais potentiellement les blancs pourraient l'attaquer avec cavalier E5, puis continuer à centraliser les pièces, puis gagner des tempos. Fait que les blancs ont une petite avance de développement. Puis également, B5 va venir rapidement avec l'objectif de créer une faiblesse de pion. Puis si par exemple après B5, cette capture-là se produit, bien là les noirs ont deux faiblesses, le pion en B7, le pion en D5. Puis les blancs ont une structure impeccable à l'aile roi. Le pion en 2 est difficile à attaquer potentiellement. Donc ces deux pions-là ici deviennent des faiblesses palpables pour les noirs. Donc, des cibles à attaquer. Des cibles à attaquer, tout simplement. Donc des pions faibles. Donc A6 par les noirs. Les noirs tentent de décourager l'avance B5. Karpov insiste avec A4. Fou F5. Donc une case active pour le fou, mais on note aussi que le cavalier est un petit peu cloué sur le fou ici. Donc un petit détail, mais probablement que fou G4, il y avait cavalier E5, donc les noirs tentent au moins de développer puis connecter leur tour. Donc un coup quand même logique, un coup centralisateur. Mais Jonathan, oui? Pourquoi ils n'ont pas joué fou D7 par exemple? Comme ça aurait été plus pour protéger B5 puis avoir. Absolument. Fou D7 aurait été une alternative viable, je suppose, pour essayer de décourager B5. Peut-être que cavalier E5 peut être joué pour garder un petit peu de pression sur le fou.
Mais ouais, ça va être un coup également logique. Absolument. Cavalier E5 par les blancs. Donc, centralise un cavalier. Puis, une fois que D5 va être joué, ben, ce pion-là va déjà être sous pression. Tour à D8. Et tour FC1. Donc, Karpov complète le développement de ces pièces lourdes. Le grand maître Lubojevich a quand même joué une stratégie assez intéressante aussi de centraliser ses tours. Donc, pas de mauvaise idée en général de centraliser ses pièces dans l'ouverture. Mais Karpov a sa touche magique d'attaque de minorité avec, dans le style un peu de Capablanca. Donc, cavalier G6 a été joué par le grand maître Lubojevich. Lubojevich tente d'échanger le cavalier ici qui était plus actif que le cavalier en F8 naturellement. Donc toujours pas de mauvaise stratégie d'essayer d'échanger les pièces actives de l'adversaire. Un cavalier centralisé, c'est très fort. On peut parler aussi des déséquilibres en présence dans une position. Souvent, c'est le déséquilibre entre les fous et les cavaliers. Donc, qu'est-ce qui est mieux, le fou ou le cavalier? En général, un cavalier au cœur de la position n'est pas inférieur à un fou. Mais si les fous peuvent restreindre les cavaliers, ça peut être une autre histoire. Donc, un cavalier centralisé, c'est rarement inférieur à un fou. À part s'il peut le chasser, puis quelque peu rendu passif. Oui, ça, ce qui est difficile à savoir, c'est si tu dois garder ton fou ou ton cavalier en vue de la finale. Ouais. C'est faut évaluer. Il faut évaluer concrètement quelle pièce va avoir un avenir prometteur dans. C'est ça, faut souvent, je vais donner un exemple. La dame va bien coordonner avec un cavalier pour attaquer. C'est ça. C'est un combo on peut essayer de garder les dames sur le jeu quand on a, par exemple, des cavaliers qui essaient d'attaquer avec la dame cavalier. Puis, par exemple, la Fischer était fameux pour aimer les fous. Puis, il était très habile à jouer tour fou contre tour cavalier. Puis, dans une position ouverte, tour fou, ben, c'est deux pièces à longue portée. Un fou sur la grande diagonale au centre de l'échiquier peut contrôler jusqu'à 13 cases. Tandis qu'un cavalier, au maximum, peut en contrôler 8. Donc, le fou, en quelque sorte, mathématiquement, contrôle plus de cases qu'un cavalier s'il est centralisé sur le centre de l'échiquier. Donc, cette simple logique-là. Puis aussi, géométriquement, un fou sur le long de la rampe peut quand même être actif parce qu'il peut agir à longue portée. Tandis qu'un cavalier sur le long de la rampe va être restreint par un fou, par exemple. Par exemple, juste pour illustrer l'idée, si le cavalier était, mettons ici, juste pour illustrer, le fou, c'est pas un bon exemple ça. Mettons le cavalier ici, ben, il est un peu contrôlé par le fou, donc géométriquement. Donc je ne vais pas trop jouer avec la position pour ne pas changer la partie. Donc on va poursuivre. Cavalier G6, donc tente d'échanger le cavalier qui est actif au centre. Karpov déclenche une série d'échanges au centre, puis il donne son fou. Donc c'est un exemple où il ne faut pas être dogmatique, même si le fou c'est une bonne pièce. Dans ce cas-là, premièrement, la paire de fous n'est plus sur l'échiquier, donc les cavaliers et les fous sont de valeur plus équitable. Si la paire de fous était là, peut-être que le fou aurait un petit peu plus de valeur. Donc, fou prend un 4. Et Karpov échange le fou. Donc, et Lubojevich prend un 4. Donc, une petite tactique. Si les blancs prennent le pion ici, le cavalier est cloué sur la dame qui va être en E4. Donc, on peut jouer par exemple F6. Puis à ce moment-là, le cavalier ici serait tout simplement perdu dû au clouage. Donc c'est important aussi d'entraîner son œil tactique pour pas malencontreusement capturer un pion puis s'apercevoir qu'on perd une pièce là, dans un type de tactique comme ça. Donc un cavalier prend G6, H prend G6 et Karpov active ses pièces lourdes en effectuant son lever de pion qui avait été préparé précédemment.
qui complète un petit peu le plan de faire la stratégie d'attaque de minorité. Fait que les noirs vont soit obtenir une faiblesse en C6 ou une faiblesse en B7. Et également, ce pion-là est un petit peu sensible également là, au centre. Il pourrait être vulnérable à des attaques si par exemple une tour arrive ici et attaque le pion. Donc des idées assez thématiques là, dans ce type de structure-là. Donc C prend B5, A prend B5, tour D6 par le grand maître Ljubojevic. Et bon, les blancs capturent. Donc les blancs font un bon travail d'ouvrir leurs pièces lourdes. Donc les colonnes C et B sont ouvertes et les pièces exercent la pression sur le territoire adverse. Et B prend 6. Donc, on remarque que les pions blancs sont tous liés et facilement protégeables l'un et l'autre. Tandis que ces pions-là, ici, sont quelque peu sensibles, spécialement le pion en A6. Donc, celui-là peut, par exemple, être défendu avec F5, mais ça crée une petite faiblesse sur la diagonale ici. On ne sait jamais si on ne va pas se prendre un petit échec ou quelque chose comme ça. Donc, dame à 4 par Karpov. Donc, il commence à exercer de la pression. Peut-être qu'il va infiltrer la position adverse avec des coups comme tour C6 ou peut-être juste activer sa tour et préparer des coups comme ça. Ça serait quand même un avant-poste intéressant pour une tour protégée. C'est jamais mauvais d'avoir des pièces protégées par des pions. Dame D7. Donc, Ljubojevic tente d'échanger les dames. Peut-être un coup légèrement douteux, étant donné que sa structure est moins bonne. Je pense que Karpov n'est pas mécontent d'échanger les dames ici. Peut-être aussi qu'il clame que dans une finale de tour, il y a plus de chances de nul. Possible. Mais en même temps, j'ai la difficulté à imaginer qu'est-ce que font les tours noirs. Mais j'ai pas de difficulté à imaginer qu'est-ce que font les tours blanches si soit attaquer des pions. Donc, tour prend des 7, tour C5 par Karpov. Tour A7. Et Karpov en profite pour bloquer le pion. Le pion est également passé, donc si le pion parvient à pousser, par exemple, un plan typique peut être de pousser un pion passé tout simplement, puis si le pion arrivait là, il serait plus une force qu'une faiblesse, ça serait une pièce supplémentaire dans l'attaque. Donc, Karpov fait bien attention de bloquer le pion. Donc, roi F8. Dans la dernière minute, il est dans le trouble. Ben, c'est ça, tu sais, il bloque tout de suite, puis là, sur A6, il est plus passif qu'actif s'il serait en A2, par exemple. Donc, roi F8, tour B6. Donc, le pion est grandement vulnérable. Les noirs défendent le pion Morticus, mais par le fait même, leurs tours sont quelque peu passives et bloquées par leur propre pion. Donc, les blancs ont un petit peu... comment je pourrais dire, le luxe de choisir, ils ont l'initiative, étant donné que les pièces noires sont un peu passives. Donc ils ont le luxe un petit peu de choisir quand ils vont procéder. Peut-être ils pourraient jouer H3, roi H2, roi G3, roi F4, tenter d'activer le roi. Maintenant que les tours sont passives, ça serait naturel d'activer le roi. Donc une pièce qui peut être utilisée de façon active en finale. H4 par Karpov. Donc, Karpov, évidemment, joue un meilleur coup que H3, il joue H4. Parce qu'en plus, ça restreint la structure des noirs. Les noirs ont un pion doublé. Ici, c'est pas vraiment des faiblesses, mais c'est plus le fait qu'ils sont pas, par le fait qu'ils sont doublés, ils sont pas mobiles. Donc, il y a des petits détails, mais des petits détails qui, quand ils s'accumulent, ça fait une différence. Roi S7, roi H2, roi D7, roi G3, roi C7. Donc, je mets de la pression sur la tour ici. La tour retraite en B2. Donc, une bonne case. Peut-être qu'il peut revenir puis doubler, garder les pièces noires contraintes un peu. Tour B7. Les noirs tentent d'échanger une paire de tours. Échec. Roi B8. Nécessaire pour garder la tour protégée. Et Karpov décide de garder les tours. Donc, pas de mauvaise idée. Étant donné que les tours noirs ne savent pas vraiment ce qu'elles font, ils sont quelque peu passifs, ben, ils gardent un petit peu la pression en évitant les échanges. Puis, évidemment, ils envisagent d'attaquer la structure des noirs. Donc, tour E7, roi F4, place de la pression sur E4,
Donc le roi est bien placé. Le roi noir est un petit peu plus passif le long de la rampe. Le roi blanc est plus centralisé. Donc tranquillement, on peut imaginer que tour E5 va venir avec la possibilité peut-être de tout simplement capturer le pion ou de forcer une avance. Si le pion arrive ici, on peut facilement envisager le roi aller là, puis éventuellement gagner celui-là ici. Donc une faiblesse en attire une autre. Roi B7. Échec. Roi A7. Karpov s'assure que le roi soit le plus le long de la ronde possible. Tour C6. Donc la pression est toujours assez importante sur la position des noirs. Tour H8, donc il tente de créer du contre-jeu sur H4. Je jouerais G3 sans trop me poser de questions, mais bon, ok, Karpov contre-attaque. Donc, évidemment, si la tour capture sur échec, on peut contre-attaquer la tour et subséquemment prendre le pion ici. Puis les pions noirs sont tout de même vulnérables. A5 a été joué par le grand maître. Et bon, Karpov a tout simplement pris un pion sur échec. Rien de compliqué, mais finalement, c'est un petit peu le couronnement de la stratégie. Au final, les tours sont actifs, le roi est mieux, ils ont gagné, les blancs ont un pion de plus, puis celui-là est toujours en joue. Donc, toujours en prise, potentiellement. Donc, roi B7, tour A6, donc menace une enfilade sur la tour. Échec. Donc, les noirs récupèrent un pion. Donc, un petit peu de contre-jeu, mais je présume que le roi est content d'attaquer la tour, gagner un petit tempo. Tour H5. Tente d'échanger les tours. Mais là, il n'y a pas juste tour A7 puis il gagne. Il y a une contre-attaque. Si la tour est capturée ici, cette tour-là ici va être en prise. Mais il va ramasser tous les pions. Ouais, ben c'est ça, là, les pions sont mûrs à accueillir. Donc, roi C6. Puis comment Karpov va procéder ici pour convertir l'avantage? Ouais, peut-être juste prendre ici. Si la tour prend, on peut prendre en F7. Non, on Puis, fait avec échec d'abord, avec la tour. Ouais, échec est excellent. Ouais, probablement que ça gagne une tour faite, tour échec, en effet. Donc, j'avais pas nécessairement analysé la partie au complet avant de la montrer. J'avais juste remarqué que c'était une partie thématique sur ce thème-là, puis j'ai juste. J'avais pas analysé coup par coup, là, mais tour A6, excellent coup, 5 piles. Donc, capture. Bon, le roi récupère la tour au minimum, mais au final, celle-là tombe. Donc, les noirs ont tenté de donner un échec intermédiaire. Karpov a décidé de placer son roi en H2, il veut juste son roi en sécurité. Puis aussi, peut-être s'il allait là, peut-être ce pion-là, subséquemment, va tomber, donc il n'y avait pas besoin d'échanger de pion. Aussi, c'est intéressant en finale, si on veut gagner, c'est intéressant d'avoir plus de pions. Parce que si on échange tous les pions, puis il en reste juste un, ben, c'est plus difficile de le damer et de gagner avec un seul pion que si on en a 4 contre 3, par exemple. 4 contre 3, ben là, on a un pion de plus. Mais aussi, on a beaucoup de pions, ce qui nous confère plus de possibilités d'en damer un. Donc, on veut garder les pions en finale pour éventuellement en damer un. Donc, roi prend 6. Tour prend F7. Puis là, je pense que la partie stratégiquement est maintenant décidée. Ce pion-là est faible, ces deux pions-là sont isolés et faibles. Les blancs ont un pion passé protégé en D4. Puis une structure impeccable également. Donc, Ljubojevic a tout simplement abandonné par respect pour le champion du monde. Mais tu sais, je donne un exemple. C'est facile d'imaginer la tour venir là puis attaquer le pion. La tour, si elle va là, roi H3, puis celui-là va tomber. Donc, Karpov pourrait facilement obtenir un 4 contre 2 avec ces deux pions isolés-là qui ne sont pas mobiles. Puis ça se gagnerait facilement. Donc, le grand maître a abandonné. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur pourquoi les Noirs ont abandonné ici ou pas tant? C'est assez clair? Non, c'est assez clair. OK. All right. C'est le point de vue des échecs de rendre la partie. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est décidé, tu peux pas faire grand-chose. Hein? On peut peut-être prendre un petit break de 5 minutes si le monde veut aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Puis on va poursuivre avec...